J'espère que tout roule pour vous, que la forme soit au rendez-vous. Parlons un peu de l'Algérie d'aujourd'hui, cette nation tenue d'une poigne inflexible, mais qui joue à la double face. À l'intérieur, c'est l'intransigeance totale, musellement, répression systématique, autoritarisme brut, sans la moindre concession. Pas de dialogue, pas de compromis, pas même l'ombre d'une main tendue à l'opposition. Mais dès qu'on franchit les frontières miracles, le même pouvoir se transforme en apôtre du dialogue, en chantre du consensus, affichant un visage conciliant presque chaleureux auprès des acteurs internationaux. On passe de l'État policier au diplomate en costume 3 pièces. Cette schizophrénie politique n'est pas un détail anodin, c'est un contraste frappant, presque théâtral entre un intérieur verrouillé à triple tour et une façade extérieure qui sourit à tout va. Et franchement, ce grand écart mérite qu'on s'y attarde. Jetons un œil à la suite des événements récents. Commençons par un épisode hautement symbolique, la libération de Boham Sensal entre le 12 et le 17 novembre 2025, selon les versions soigneusement emballées dans un joli papier cadeau diplomatique. Cette décision, nous dit-on, aurait été prise sous l'impulsion directe du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui aurait plaidé la cause de l'écrivain auprès d'Abdid. Un appel à l'humanisme, paraît-il. Une demande pleine de bonté à laquelle Alger aurait répondu avec une bienveillance soigneusement médiatisée. Sauf que Boham Sensal n'est pas n'importe qui. Il est l'un des symboles vivants de cette élite intellectuelle algérienne à cheval, entre deux mondes enracinés dans les réalités de l'Algérie, mais avec le regard tourné vers l'Occident. Il incarne ce pont fragile, parfois inconfortable, entre deux rives qui peinent à se comprendre. Et sa libération, plus qu'un geste d'humanisme, ressemble furieusement à un message codé envoyé aux capitales européennes. Regardez, on peut être civilisé quand ça nous arrange. Et comme si le timing avait été chorégraphié, l'Algérie a enchaîné avec un vote qui a fait froncer plus d'un sourcil. Contre toute attente, elle a approuvé une résolution américaine sur Gaza et la Palestine, une décision qui a pris tout le monde de court. Ce texte pourtant sonne le glas pour les factions palestiniennes armées. Il raye purement et simplement leur droit à la résistance militaire contre Israël. En prime, il confie la gestion de Gaza à un comité international, piloté sans surprise par Washington, avec les rênes largement tendues vers Tel Aviv et ses partenaires occidentaux. Un vote qui ressemble davantage à un alignement stratégique qu'à un acte de souveraineté. Le message est clair, la diplomatie algérienne ajuste son costume. Le jour suivant, comme pour verrouiller le message, une conférence de presse a été tenue par EDF, non pas l'énergéticien, mais bien l'équipe diplomatique algérienne, pour venir expliquer, justifier et surtout défendre ce choix inattendu. Selon leurs mots soigneusement choisis, ce vote pro-américain serait en réalité une victoire pour la Palestine et en parfaite harmonie avec les valeurs fondamentales de l'Algérie. Rien que ça. Ahmed Had, figure officielle, n'a pas hésité à parler de compromis stratégiques, y compris sur des dossiers historiquement explosifs comme la question du Sahara occidental ou les relations avec le Maroc. Et la surprise, le pouvoir algérien, jadis fermé comme un coffre-fort sur le sujet, commence soudainement à parler de dialogue, de médiation, d'ouverture, même avec le Maroc qu'il traitait encore hier comme l'ennemi héréditaire. Comme quoi, même les dogmes bétonnés peuvent se fissurer quand les circonstances l'exigent. Oui, vous avez bien entendu, après des années passées à vouer le Maroc aux gémonies, à l'ériger en menace nationale, à marteler qu'aucune discussion ne serait jamais possible, voilà que l'Algérie version Tebboune 2.0 commence à évoquer la négociation. On parle désormais de médiation de solutions par le dialogue avec ce même voisin qui depuis 2021 était présenté comme la source de tous les maux. Un virage à 180 degrés sans clignotant, mais avec un sourire diplomatique. Et ce n'est pas fini. Peu après les propos d'Ahmed Attaf, c'est l'ambassadeur algérien à Washington, Sabri Badon, que nous avons déjà mentionné, qui en rajoute une couche. Ton calme langage apaisant, posture conciliante, il ouvre même la porte à un scénario qui aurait été impensable il y a encore peu, la normalisation des relations avec Israël. Oui, vous avez bien entendu. Sous une seule condition, la création d'un État palestinien reconnu. Concernant le Sahara occidental, il abandonne le ton accusateur d'antan. Fini les procès d'intention contre Rabat Alger, soutient désormais le droit des Sahraouis à l'autodétermination,
mais laisse à eux et aux Marocains le soin de négocier directement. Quant au plan d'autonomie marocain, il est critiqué certes, mais pas rejeté en bloc. Bref, Alger d'ordinaire inflexible commence à parler comme un diplomate. Ces derniers jours, un vent nouveau semble souffler sur les hauteurs du pouvoir algérien. On assiste presque avec étonnement à un adoucissement du ton. Exilent les envolées guerrières, les discours musclés, les postures provocatrices d'antan. Ce n'est plus le même registre fini, les coups de menton, place au sourire diplomatique. Le régime de Tebboune, si souvent enfermé dans une logique de confrontation, semble vouloir troquer les cris contre les compromis. Et tenez-vous bien, cette mutation coïncide étrangement avec l'ère Trump, comme si les méthodes de l'ancien président américain avaient soufflé un vent de pragmatisme sur Alger. On parle désormais de flexibilité, de dialogue, de compromis stratégique. Une révolution de style. Avant, c'était la castagne en boucle. Aujourd'hui, on tend la main, du moins à l'international. Ce changement de ton mérite d'être salué. Pour une fois, je le dis clairement, c'est une excellente nouvelle. Il faut continuer dans cette voie car, soyons honnêtes, sur la scène mondiale, l'Algérie ne brille pas vraiment par ses alliances. On ne va pas se mentir, ces dernières années ont été un enchaînement de claques diplomatiques pour l'Algérie. Depuis 2020, c'est simple, on a collectionné les tensions comme d'autres collectionnent les timbres. Embrouille avec nos voisins directs, zone sahélienne en feu, glaciation des relations avec la France et l'Espagne, pourtant deux piliers de nos partenariats historiques, sans oublier le clash sérieux avec les Émirats arabes, unit un mastodonte stratégique du monde arabe. Ajoutez à cela une atmosphère glaciale avec l'Arabie saoudite et un dialogue plus que vacillant avec des poids lourds comme l'Égypte. Bref, c'est la série noire. Et comme si ce n'était pas assez, même Moscou et Pékin ont commencé à prendre leur distance. Depuis que notre candidature aux BRICS a capoté, la Chine nous snobe et la Russie regarde ailleurs. Clairement, le régime de Tebboune ne fait plus recette à l'Est non plus. Alors, dans ce contexte, que l'Algérie fasse un pas vers l'Occident, franchement, c'est une manœuvre qu'on ne peut qu'applaudir. Il était temps de réorienter la boussole. Je l'ai toujours clamé haut et fort, le destin de l'Algérie ne se construira pas dans la haine de l'Occident, n'en déplaise aux prédicateurs hystériques qui veulent nous entraîner dans une guerre idéologique sans fin. Ces mêmes islamistes comme Abdraz et sa clique qui hurlent contre les États-Unis, contre l'Europe, contre l'impérialisme, tout en sirotant leur thé à la menthe sur les toits d'Istanbul ou en promenant leur barbe bien taillée dans les rues d'Ankara. Leur discours est anti-occidental, sauf quand il s'agit de leur confort personnel. Parce que, rappelons-le, la Turquie, leur terre d'asile favorite, c'est un pays de l'OTAN qui a supplié pendant des années d'entrer dans l'Union européenne qui commerce à fond avec l'Amérique et qui, sur plusieurs dossiers, marche main dans la main avec Israël. Ces champions autoproclamés de l'anti-impérialisme veulent faire de l'Algérie une forteresse contre l'influence américaine alors qu'eux-mêmes fricotent joyeusement avec l'un des piliers de cette influence dans la région, la Turquie. C'est à mourir de rire ou de désespoir. Je l'ai toujours affirmé et je n'ai jamais changé de cap. L'intérêt de l'Algérie se joue à l'ouest, pas à l'est. Ce n'est ni Moscou ni Pékin qui font battre le cœur de notre économie. Ce sont Bruxelles, Paris, Berlin et dans une moindre mesure Washington et Ottawa. L'Occident, c'est notre premier marché, plus de 60% de ce qu'on exporte y atterrit, que ce soit gaz, pétrole ou produits dérivés. Et inversement, ce qu'on consomme, ce qu'on importe, c'est à plus de 55% estampillé « Made in Europe » ou « Made in America ». Alors soyons clairs, fantasmer une alliance stratégique avec la Russie ou la Chine, c'est se tirer une balle dans le pied économique. Ajoutez à ça la carte 3 petites heures d'avion nous séparent de Paris, même pas 30 minutes pour atteindre les rives européennes. Et que dire des liens humains? Les plus grandes diasporas algériennes ne vivent pas à Saint-Pétersbourg ou à Shanghai, mais à Marseille, Montréal, Lyon ou Bruxelles. Ce n'est pas nouveau. Avant même que la France ne colonise l'Algérie, des liens existaient déjà avec l'Occident. On a un passé imbriqué avec les grandes puissances européennes, de l'Espagne à l'Italie en passant par la France, sans oublier l'Amérique. Ce n'est pas juste une question de géographie, c'est une histoire tissée depuis des siècles. Faire semblant de l'ignorer, c'est renier notre ADN géopolitique. Il suffit d'ouvrir les yeux, notre modèle économique, nos institutions, notre rythme de vie.
Tout nous rapproche naturellement des standards occidentaux. Si l'Algérie veut accélérer sa croissance, garantir sa stabilité et sécuriser son avenir, c'est avec les pays occidentaux qu'elle doit bâtir des alliances solides. Et c'est gagnant-gagnant, car une Algérie prospère, c'est aussi un atout pour l'Europe. Notre montée en puissance pourrait renforcer leurs intérêts, tout comme leur développement pourrait stabiliser notre société. Nous sommes liés comme deux pièces d'un même moteur géopolitique. Il est temps d'assumer cette interdépendance plutôt que de la nier par idéologie. Je vais être franc, le fantasme autour des BRICS, c'est de la poudre aux yeux. Je n'y ai jamais cru et je ne commence pas aujourd'hui. L'Algérie, ce n'est pas un satellite d'un nouvel ordre Est-Ouest. C'est un carrefour, le cœur battant de l'Afrique du Nord, une porte d'entrée stratégique vers le Maghreb pour l'Europe, et inversement, l'Europe représente pour nous l'accès le plus direct au monde développé. Que la Chine et la Russie soient à des milliers de kilomètres, ce n'est pas anodin. Oui, on peut entretenir des relations diplomatiques cordiales avec Pékin et Moscou, mais soyons lucides, notre avenir ne se joue pas à Vladivostok ou Shanghai. Il se joue à Rome, à Berlin, à Paris. Là où tout converge, ce qui a toujours protégé l'Algérie, ce qui lui a permis de rester debout, malgré les tempêtes, ce n'est ni l'idéologie ni l'alignement aveugle, c'est une chose bien plus précieuse, le pragmatisme. La vraie doctrine algérienne, la seule qui ait fonctionné, c'est celle qui consiste à parler à tout le monde sans se fâcher avec personne. Une Algérie ouverte, capable d'être l'allié des puissances majeures, sans se soumettre à aucune. Aujourd'hui, on semble enfin revenir à cette logique réaliste, à cette sagesse diplomatique qui nous a longtemps garanti stabilité et sécurité. Ce qu'il faut maintenant, c'est renouer avec des relations apaisées, équilibrées, durables, voire stratégiques, avec les grandes puissances occidentales. Les États-Unis en tête. Car soyons honnêtes, depuis que Bouteflika s'est effacé pour raison de santé, et surtout après la déflagration politique de 2019, on a sombré dans un nationalisme de comptoir teinté de fantasmes révolutionnaires et d'un bouyanisme creux hostile à tout ce qui vient de l'Ouest. Résultat, on a déserté la scène où se jouent les vraies alliances. Il est temps d'y retourner avec lucidité. Au départ, il voulait se la jouer Che Guevara du désert anti-impérialiste, à tout prix champion de l'unité arabe porte-drapeau d'une Afrique souveraine. Il criait sur tous les toits qu'il fallait rompre avec l'Occident dénoncé, l'ingérence, dire non à Paris, non à Washington, non à tout ce qui portait cravate occidentale. Il s'est alors tourné vers les BRICS, croyant y trouver des frères d'armes. Il a tenté la séduction diplomatique avec Poutine à lancer des sourires timides à Xi Jinping. Mais au bout du compte, rien. Il a compris qu'il s'était engagé dans une impasse. Résultat, demi-tour. On remballe le bouyanisme, ce romantisme révolutionnaire sans avenir, et on revient doucement à une diplomatie à la Bouteflika, celle du réalisme froid mais efficace. Le bouteflikisme, ce n'est pas compliqué, c'est la stratégie du parler à tout le monde sans se fâcher avec personne. Des partenariats solides avec l'Occident sans pour autant claquer la porte à Moscou ou à Pékin. C'est un équilibre diplomatique fin, une politique extérieure souple mais constante. Et franchement, ce retour à l'ouverture à la diplomatie intelligente, c'est une bonne chose. Sauf que voilà, le ver est dans le fruit. À l'intérieur, c'est toujours la répression, l'autoritarisme, la fermeture. Et cette contradiction ruine les efforts faits à l'international. Une main tendue vers le monde, mais un poing serré contre son propre peuple, ça ne peut pas fonctionner longtemps. À un moment, il faut choisir, on ne peut pas jouer sur deux tableaux éternellement. On ne peut pas d'un côté courir après l'Occident, tenter de s'adapter à ses règles, s'aligner sur ses standards, multiplier les clins d'œil diplomatiques dans l'espoir d'obtenir des partenariats stratégiques, et de l'autre gouverner à l'intérieur comme si on était encore en URSS ou dans la Chine maoïste. Ce grand écart est intenable, parce qu'en réalité, le pays est administré comme une forteresse autoritaire, répression brutale, détention politique, société civile muselée, médias indépendants rayés de la carte réseaux sociaux, placés sous surveillance stricte et la liberté d'expression transformée en délit. On parle d'ouverture au monde, mais à domicile, c'est la fermeture totale. Et cette contradiction permanente n'est pas seulement nocive pour l'Algérie, elle finit même par desservir Tebboune lui-même. Cette politique à deux vitesses, cette schizophrénie gouvernementale ne pourra jamais produire de résultats durables.
Vous allez peut-être me répondre, oui, mais Erdogan aussi c'est un autocrate, et pourtant il s'entend très bien avec l'Occident. Certes, Erdogan n'est pas un saint loin de là, mais comparé à l'Algérie version Tebboune, la Turquie, c'est presque la Scandinavie. Là-bas, on trouve encore des partis d'opposition visibles, audibles, qui débattent. Il y a des arrestations, oui, mais la presse turque garde un espace de liberté que nos journalistes, ici, n'ont même plus le droit de rêver. La société civile turque reste vivante, bruyante, résistante. Erdogan, malgré son autoritarisme, laisse au moins un minimum d'air, un seuil de liberté, où les citoyens peuvent encore souffler et même critiquer leur président sans risquer la prison pour un simple commentaire sur Facebook. Je n'ai jamais vu des milliers de Turcs enfermés pour un post sur les réseaux sociaux. Chez nous, en Algérie, on a franchi plusieurs paliers, au-dessus ou en dessous, selon comment on voit la chute. Erdogan est un despote, oui, mais ici, on n'est plus dans le despotisme, on flirte avec la tyrannie pure. Et ça en dit long. Franchement, on n'a pas encore vu en Turquie des citoyens traînés en prison, tabassés, torturés ou humiliés simplement pour avoir osé commenter une personnalité proche d'Erdogan sur Facebook. Que je sache, personne n'a été jeté au cachot pour une blague sur une figure publique liée au pouvoir. Il y a certes des dérives à Ankara, mais elles restent sous contrôle. Le régime d'Erdogan, aussi autoritaire soit-il, maintient encore un minimum de liberté individuelle, ce socle que nous, en Algérie, avons complètement laissé s'effondrer. Et attention, je ne suis pas en train de comparer la Turquie actuelle à la Turquie d'avant Erdogan, ni à la Suède ou à l'Allemagne. Non, je fais une comparaison directe la Turquie d'Erdogan face à l'Algérie version Tebboune. Et dans ce duel, les Turcs, malgré tout, respirent encore. Nous, en revanche, on suffoque. On peut critiquer ce qu'on veut du système turc, mais il faut reconnaître une chose là-bas, l'opposition n'est pas une illusion de décor. Les élections présidentielles de mai 2023 en sont la preuve éclatante. Ce n'était pas un spectacle à sens unique, mais un vrai duel. Kemal Kılıçdaroğlu, principal adversaire d'Erdogan, a réellement pesé dans la balance. Il n'a pas été là pour faire de la figuration, il a secoué le pouvoir provoqué du débat forcé Erdogan à sortir les crocs. L'écart final n'était pas écrasant, le suspense était réel, l'enjeu palpable, les idées s'affrontaient. En clair, il y avait de la vie démocratique. Et ça, ce n'est pas rien. Alors soyons sérieux. Erdogan, avec ses 52% au second tour, a gagné. Mais il a gagné après une vraie compétition. Pas un plébiscite soviétique à 90% comme on en voit chez nous avec Tebboune. Donc non, la Turquie n'est pas une dictature du même acabit. Et surtout, Tebboune ne s'inspire pas d'Ankara, loin de là. Ce qu'il applique, c'est un autre genre de copie, celle de la Corée du Nord ou pire encore du régime éthiopien de Mengistu dans les années 70. Tout est verrouillé, chaque voix dissonante est écrasée. Il n'y a ni débat, ni suspense, ni véritable pluralisme. Chez nous, la seule compétition autorisée, c'est celle du silence. La Turquie d'Erdogan, pour tous ses défauts, reste un pays vivant. Il y a des partis qui s'opposent, des chaînes de télé qui débattent, une presse qui enquête, et des élections où il se passe quelque chose. En Algérie, plus rien ne bouge. Tout est figé. On est passé d'une république à un vivarium politique. Oui, un aquarium géant. Dedans, deux espèces dominent le pouvoir représenté par Çengriha et ses semblables et le peuple. Mais attention, le peuple ne nage pas librement. Non, c'est du décor. Comme ces petits poissons colorés qu'on met pour que l'aquarium ait l'air joli, mais qui ne servent à rien d'autre qu'à meubler le fond. On gère les citoyens comme on aménage un aquarium juste pour que ça paraisse vivant, sans leur accorder le moindre rôle réel. Ils sont là pour regarder, pas pour décider. Le régime de Tebboune traite la population avec un mépris glacial, comme si ses opinions, ses libertés ou même ses droits fondamentaux n'avaient aucune valeur. Pour eux, le peuple, c'est le public d'un spectacle qu'on ne laisse jamais monter sur scène. Pourquoi Tebboune avance-t-il si sereinement? Parce qu'il est convaincu que tout est verrouillé. L'armée domptée. Çengriha et lui ont soigneusement éliminé toute turbulence, les gradés les plus influents ont été neutralisés soit par la prison, soit par une retraite express. Résultat, une hiérarchie militaire loyale, silencieuse et surtout obéissante. Les services de renseignement, quant à eux, sont devenus un cirque institutionnel. Un patron chasse l'autre tous les ans et le jeu musical continue celui qu'on encensait. Hier, on l'enferme aujourd'hui avant de le réhabiliter demain.
instabilité totale, autorité inexistante, influence disparue. Et les autres forces de sécurité, police, gendarmerie, idem. Alignées soumises, mises au pas, le moindre frémissement hors ligne droite, sanction immédiate, limogeage, menace, parfois menottes. Bref, dans cette Algérie version Tebboune, les institutions sont moins des piliers républicains que des accessoires de contrôle. L'illusion d'un État fort au service d'un pouvoir fragile. Aux yeux de Tebboune, l'intérieur du pays, tout roule, le silence règne, les rues sont paisibles, l'opposition muselée et la presse domestiquée. En clair, il se croit maître à bord. Son obsession désormais se trouve à l'international. C'est là que ça coince. Là que les alliances se délitent, que les pressions montent, que le tapis rouge devient glissant. Et c'est justement dans ce contexte qu'il multiplie les gestes de bonne volonté vers l'Occident, non pas par conviction, mais parce qu'il y sent la menace. Il pense que tout est verrouillé chez lui. Mais cette certitude pourrait lui coûter cher. Et voilà où il se trompe. Grave erreur. Les sociétés trop dociles sont souvent les plus dangereuses, parce qu'un peuple qu'on croit inoffensif peut se transformer en... J'espère que tout roule pour vous, que la forme soit au rendez-vous. Parlons un peu de l'Algérie d'aujourd'hui, cette nation tenue d'une poigne inflexible, mais qui joue à la double face. À l'intérieur, c'est l'intransigeance totale, musellement, répression systématique, autoritarisme brut, sans la moindre concession. Pas de dialogue, pas de compromis, pas même l'ombre d'une main tendue à l'opposition. Mais dès qu'on franchit les frontières miracles, le même pouvoir se transforme en apôtre du dialogue, en chantre du consensus, affichant un visage conciliant presque chaleureux auprès des acteurs internationaux. On passe de l'État policier au diplomate en costume 3 pièces. Cette schizophrénie politique n'est pas un détail anodin, c'est un contraste frappant, presque théâtral entre un intérieur verrouillé à triple tour et une façade extérieure qui sourit à tout va. Et franchement, ce grand écart mérite qu'on s'y attarde. Jetons un œil à la suite des événements récents. Commençons par un épisode hautement symbolique, la libération de Boham Sensal entre le 12 et le 17 novembre 2025, selon les versions soigneusement emballées dans un joli papier cadeau diplomatique. Cette décision, nous dit-on, aurait été prise sous l'impulsion directe du président allemand Frank Walter. J'espère que tout roule pour vous, que la forme soit au rendez-vous. Parlons un peu de l'Algérie d'aujourd'hui, cette nation tenue d'une poigne inflexible, mais qui joue à la double face. À l'intérieur, c'est l'intransigeance totale, musellement, répression systématique, autoritarisme brut, sans la moindre concession. Pas de dialogue, pas de compromis, pas même l'ombre d'une main tendue à l'opposition. Mais dès qu'on franchit les frontières miracles, le même pouvoir se transforme en apôtre du dialogue, en chantre du consensus, affichant un visage conciliant presque chaleureux auprès des acteurs internationaux. On passe de l'État policier au diplomate en costume 3 pièces. Cette schizophrénie politique n'est pas un détail anodin, c'est un contraste frappant, presque théâtral entre un intérieur verrouillé à triple tour et une façade extérieure qui sourit à tout va. Et franchement, ce grand écart mérite qu'on s'y attarde. Jetons un œil à la suite des événements récents. Commençons par un épisode hautement symbolique, la libération de Boham Sensal entre le 12 et le 17 novembre 2025, selon les versions soigneusement emballées dans un joli papier cadeau diplomatique. Cette décision, nous dit-on, aurait été prise sous l'impulsion directe du président allemand Frank Walter Steinmeier, qui aurait plaidé la cause de l'écrivain auprès d'Abdid. Un appel à l'humanisme, paraît-il. Une demande pleine de bonté à laquelle Alger aurait répondu avec une bienveillance soigneusement médiatisée. Sauf que Boham Sensal n'est pas n'importe qui. Il est l'un des symboles vivants de cette élite intellectuelle algérienne à cheval, entre deux mondes enracinés dans les réalités de l'Algérie, mais avec le regard tourné vers l'Occident. Il incarne ce pont fragile, parfois inconfortable, entre deux rives qui peinent à se comprendre. Et sa libération, plus qu'un geste d'humanisme, ressemble furieusement à un message codé envoyé aux capitales européennes « Regardez, on peut être civilisé quand ça nous arrange ». Et comme si le timing avait été chorégraphié, l'Algérie a enchaîné avec un vote qui a fait froncer plus d'un sourcil. Contre toute attente, elle a approuvé une résolution américaine sur Gaza et la Palestine, une décision qui a pris tout le monde de court. Ce texte pourtant sonne le glas pour les factions palestiniennes armées.
Ils rayent purement et simplement leur droit à la résistance militaire contre Israël. En prime, ils confient la gestion de Gaza à un comité international, piloté sans surprise par Washington, avec les rênes largement tendues vers Tel Aviv et ses partenaires occidentaux, un vote qui ressemble davantage à un alignement stratégique qu'à un acte de souveraineté. Le message est clair, la diplomatie algérienne ajuste son costume. Le jour suivant, comme pour verrouiller le message, une conférence de presse a été tenue par EDF, non pas l'Energetien, mais bien l'équipe diplomatique algérienne, pour venir expliquer, justifier et surtout défendre ce choix inattendu. Selon leurs mots soigneusement choisis, ce vote pro-américain serait en réalité une victoire pour la Palestine et en parfaite harmonie avec les valeurs fondamentales de l'Algérie. Rien que ça. Ahmed Had, figure officielle, n'a pas hésité à parler de compromis stratégiques, y compris sur des dossiers historiquement explosifs comme la question du Sahara occidental ou les relations avec le Maroc. Et la surprise, le pouvoir algérien, jadis fermé comme un coffre-fort sur le sujet, commence